ça ne devra pas. Bon, c'est bien, ça aide, c'est des béquilles. Tout ça, c'est des béquilles pour réfléchir. Moi, je trouve que quand on vit des choses difficiles, nous avons tous besoin de béquilles. Je vous ai dit moi-même que je lisais des choses à droite et à gauche sur toutes les révolutions. Nous avons tous besoin de béquilles intellectuelles. Mais ce dont je suis sûre aujourd'hui, je ne sais pas si je me trompe, ce dont je suis sûre aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de lunettes. Les lunettes qui nous ont permis jusque-là de regarder des tas de choses, y compris ce qu'on appelle les transitions démocratiques en Europe de l'Est, à mon avis, ne sont pas valables. Mais ce n'est pas une raison pour dire nous sommes un modèle. Voilà, moi je ne dis pas que la Tunisie est un modèle, je dis il y a quelque chose qui se passe du côté des lunettes. Ce que l'on appelle la justice transitionnelle qui a été inventée en Afrique du Sud, on nous saoule avec cette histoire de Mandela. Bon, mais Mandela c'est un homme assez exceptionnel qui a compris, et puis on n'a pas eu autant de morts, ni une histoire dramatique au sein autant de... Mais les gens adorent dire, parce que tous se sentent eux-mêmes Mandela. Mais encore une fois, voilà, c'est ça, il y a une sorte de... comment dire, de confusion intellectuelle aujourd'hui, alors que moi je pense que la révolution tunisienne, c'est quelque chose qui remet à plat les outils intellectuels. Et si j'ai parlé aussi de manière aussi dubitative du mot transition, c'est parce que je peux parler de manière aussi dubitative du mot révolution, parce que je parlerai de manière aussi dubitative de ce que c'est que la laïcisation, voilà, de tous ces mots-là qui aujourd'hui sont remis sur le tapis. Nous avons l'occasion de voir que les lunettes sont fausses. En tout cas, qu'elles ont vécu. Fausses, j'en sais rien. Elles ont servi. Et moi, tout ce que je lis, surtout dans la littérature politologique, je vois que c'est faux. Ça ne s'applique pas. Mais ça me fait du bien. C'est pour ça que je dis je vais dans les romans. Mais la littérature politologique, croyez-moi, elle ne s'applique pas. C'est pour ça que les médias ne peuvent rien dire aujourd'hui. Moi, je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tous les appareils mentaux aujourd'hui ne sont pas adaptés. Voilà. Ne sont pas adaptés. Voilà, je parle bien de lunettes. Les lunettes aujourd'hui ne sont pas adaptées. Il faudrait que la situation... Alors ça, ce serait formidable si la situation tunisienne accouchait de nouvelles lunettes. Ou en tout cas de nouvelles manières de voir. Eh bien, nous aurons réussi notre révolution. C'est là que nous aurons réussi notre... C'est pas quand on aura seulement une vie politique. C'est quand nous aurons aussi la capacité de voir ce qui se passe chez nous sans ces lunettes qui, à mon avis, aujourd'hui, sont remises en question. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure... et là, nous aurons peut-être fait une révolution. Et de ce point de vue-là, je pense que pour madame qui me parle tout à l'heure de la... Ça a été mal interprété en France, bon, ça a été mal interprété partout, y compris chez nous, vous savez, il n'y a pas de... Je veux dire, on n'a pas à en vouloir aux interprétations des uns et des autres, quand les choses se passent à chaud, c'est extrêmement difficile de voir clair. Hein. Moi, je ne jette la pierre à personne, je pense qu'il y a... Nous avons l'occasion aujourd'hui de réfléchir sur quelque chose qui nous arrive de la manière la plus, comment dire, la plus honnête possible. Voilà. Il y a un problème d'honnêteté en fait. Il n'y a pas. Alors, ce que vous évoquez, si Narda est là, je veux dire, il n'y a pas à défendre Narda. Ils se défendent très bien tout seuls. Ils sont désormais dans l'histoire de la Tunisie, ne serait-ce parce qu'ils existent depuis 40 ans. Donc, on n'a pas besoin de les défendre, vous savez. Et politiquement, ils se défendent très très bien. Alors, est-ce qu'il faut défendre Narda politiquement? C'est légitime. Mais est-ce qu'il faut défendre Narda? Elle existe ou elle n'existe pas? Elle n'a pas besoin de ça. Narda existe. C'est un parti qui a 40 ans, qui aujourd'hui est au pouvoir. Donc, on n'a pas besoin de le revendiquer. Pour moi, ce n'est pas un programme hein, que Narda reste au pouvoir. Ce qui est un programme pour moi, c'est étudier la manière dont ce parti est arrivé au pouvoir. Ça m'intéresse pour l'histoire de la Tunisie. Et ça, pour moi, c'est un objet d'étude. Narda, pour moi, c'est un objet d'étude. Hein, c'est pas... Voilà. Autant que les autres partis politiques. Et c'est un objet d'étude d'autant plus intéressant que nous sommes en train de mettre en place une vie politique. Mais ce n'est qu'un objet d'étude, je le regarde au microscope. Donc, voilà, donc il y a et à mon avis, c'est quand un objet d'étude est reconnu comme tel qu'il existe. C'est pas quand il est reconnu comme parti politique. Parce que comme parti politique, ils existent depuis 1979. Et ils ont une histoire. Elle n'est pas complètement écrite, mais ils ont déjà une petite histoire, hein, le parti ENNA. Donc, encore une fois, je pense que, pour revenir à cette histoire de l'expérience tunisienne, peut-être, il faudrait que les ONG se départissent de leur langage répétitif. C'est comme le FMI ou la Banque mondiale. Ils appliquent des modèles, quoi. Et la justice transitionnelle, c'est rien du tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un mot creux. Plus on va, et rien, on ne voit rien du tout. C'est une mise en abîme
d'un concept qui n'en est même pas un. Qu'est-ce que ça veut dire? La justice transitionnelle. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Donc, encore une fois, ça a servi la justice transitionnelle, ça a servi en Afrique du Sud, je ne dis pas le contraire. Mais pour nous, est-ce que ça va servir? Je n'en sais rien. Donc, oui, voilà, il faudrait peut-être que le monopole européen de la théorie saute. Ça, ce serait une révolution. Pas mal. Ce serait pas mal. Mais bon, ça ne se fait pas en 4 ans. Mais les révolutions scientifiques ne se font pas en 4 ans. Alors, il y a des découvertes, Galilée, bon, il y a des découvertes, mais je ne sais pas quel temps ça met pour arriver. Parce que aller faire bouger les modèles européens des théories en sciences humaines et sociales, ah bah, il y a du travail. Hein. Pierre Serna, on avait apprécié parce qu'après Jean Tullard sur Les Mondes, Pierre Serna, qui est aussi un historien de la Révolution française, avait dit il faudrait plutôt, ce que vous venez de dire, enfin, utiliser la Révolution tunisienne pour aller comprendre 1789. Je vais vous faire un aveu. Moi, il y a un historien français qui m'inspire beaucoup, mais peut-être parce que je suis nourrie par son... et donc je ne revendique pas du tout que j'ai raison, c'est Maurice Agulon. Et la description, les bouquins de Maurice Agulon sur la France de 1848, la République au village, etc., moi, ça m'inspire beaucoup. Alors, je n'ai pas vérifié, et je demande, je vous le dis comme ça, mais c'est vrai que c'est des choses qui... Moi, j'ai relu tout Agulon, je l'ai eu comme prof, et puis maintenant, quand je le relis, eh ben, je comprends des tas de choses. Elle dit, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, mais c'est pas de la théorie, ça. Hein. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un historien qui m'inspire beaucoup, parce que je trouve qu'il parle de choses qui se passent comme ça en Tunisie, mais il faudrait qu'on ait Maurice Agulon, nous aussi. Hein. Voilà, mais il est peut-être né déjà, il est peut-être au travail. Pas seulement d'avoir un régime démocratique, ce qui est encore un minimum, hein, il faudrait qu'on l'ait, mais pour moi la révolution tunisienne sera une révolution quand nous aurons aussi remis en question, mais en proposant aussi des choses au niveau théorique hein, et au niveau de l'observation. Pour cette histoire de djihadisme, non, je n'ai pas lu le livre de Nicolas Beau, je suis désolée, mais ce que je peux vous dire, je ne l'ai pas lu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les Tunisiens eux-mêmes ont parlé de ces camps d'entraînement de djihadistes. Ils en ont parlé sur les réseaux sociaux, ils en ont parlé dans des articles. Il faut lire la presse tunisienne, hein, elle est pleine de choses. Et même maintenant, c'est devenu un sujet de raillerie. Parce qu'il y avait un porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui maintenant d'ailleurs ne se montre plus, je crois qu'il a été, je ne sais pas s'il a été viré ou mis au frigo, j'en sais rien, mais qui passait son temps quand on lui disait, il y a au Jbal el-Shaambi des camps d'entraînement de djihadistes. Il disait non, c'est des militaires qui font du sport. Et maintenant, c'est devenu une sorte de boutade. Ah oui, ils font du sport, c'est ceux qui font du sport. Et quand les gens maintenant, aujourd'hui, vous disent c'est ceux qui font du sport, ils veulent parler des gens qui sont partis en Syrie. Donc, chez les Tunisiens, ils savent. Vous savez que Jbal el-Shaambi, parmi les choses qui se sont passées, il y a eu 27 gardes champêtres qui ont été dégommés par le ministre islamiste. Juste avant qu'on installe des camps d'entraînement. Donc, et il y a un militaire qui le dit. Pourquoi je vous le dis, moi? Parce qu'un militaire l'a déclaré à la télévision. Il a dit 27 gardes champêtres ont été changés. Gardes champêtres, ministre de l'Agriculture. Pour que ces camps d'entraînement s'installent à Jbal el-Shaambi. Et c'est pour ça que Jbal el-Shaambi continue jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu l'attentat d'il y a une semaine et il s'est passé là. C'est-à-dire que le gouvernement, pendant le gouvernement islamiste, des camps d'entraînement se sont installés. Alors on a dit non, c'est faux, c'est de la propagande, etc., etc. M6, je crois, ne nous a pas aidés parce qu'ils ont fait aussi un mauvais documentaire là-dessus. Donc, vous savez, quand les gens sont un peu hystériques sur les problèmes, ça n'aide personne. Et donc, les gens ont commencé à dire, oui, vous avez vu, ils racontent des choses, c'est faux, etc. Donc, il faut faire des bons reportages aussi. Donc, c'était un mauvais reportage, le reportage de M6. Et c'est vrai qu'à Shaambi, il y a des camps d'entraînement, on le sait encore aujourd'hui. Donc, c'est attesté maintenant, en tout cas il y a des témoins. Des gens ont témoigné que des camps d'entraînement de djihadistes existent en Tunisie. Et paraît-il, pas seulement à Shaambi, mais maintenant ça se rétrécit parce qu'ils sont quand même un petit peu... Et l'État, où il y a les polices? Ah, bonne question, madame. Ils sont où? Bonne question. Eh bien, l'État, alors, il y a un mot aussi que les politistes adorent, l'État profond. Deep State. Alors, je sais pas, ils adorent ça. Vous le trouvez partout. Non, c'est vrai. Et en arabe, bien sûr, on dit Dawla al-Amiqa, parce qu'on croit avoir quelque chose. Mais ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est qu'un État? Mais c'est des hommes, c'est des administrations, c'est une administration. Et tout ça est opaque encore en Tunisie, on ne comprend pas ce qui se passe.
Le ministère de l'Intérieur, encore, on ne sait même pas ce qui se passe. Il n'y a pas de réforme, il n'y a rien du tout. Et il y a aussi, c'est un des ministères qui fait l'objet de plus de contestations par l'opposition. Parce que l'État, encore une fois, non, je vais essayer de répondre à votre... J'ai compris votre problème. Parce que moi, quand je regarde la télé arabe, la Tunisie, et je vois qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Je suis d'accord avec vous. Mais je vois la police, la circulation, les gens qui surveillent. Mais je dis, ça y est, on est sécurité. Moi, j'étais resté 2 mois. J'étais à Nabeul, j'étais au Kef, c'est pas loin de là-bas, Bel Chaibi, c'est pas loin du Kef, un peu loin. J'étais là-bas, c'est vrai, la sécurité partout dans la route, ils nous surveillent, ils nous filent les voitures, ils nous laissent passer. On n'a pas eu de soucis avec ma fille et 2 enfants. L'État, c'est pas les flics, hein. Non, je vous dis l'État, l'État, ça veut dire l'État. L'État qui met les surveillances, la police, tout qui sont... C'est pas le Western, c'est pas le Western. C'est pas un western, mais ils ont dit la Tunisie, elle lui servit. Votre question, où est l'État? L'État, pour le moment, à mon avis, et s'il fallait y répondre, il est dans une mutation extrêmement difficile, parce qu'il y a des tiraillements, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça mute, parce qu'il y a des réformes qui sont impossibles au niveau de l'administration, parce que l'administration elle-même, elle est pléthorique et qu'elle ne sert à rien, parce que les équipes politiques qui se sont succédées ont encore plus augmenté l'administration et l'ont rendu encore plus lourd, parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas fait sa réforme, parce que, encore une fois, l'État lui-même, mais c'est aussi ça qui pose problème. C'est que, à mon avis, la société est en avance sur l'État en Tunisie. L'État lui-même est en retard. Deep ou pas, il est en retard. La société est en avance. Et encore une fois, il faut le temps de raccordement de tout ça. Il faut le temps que l'État se raccorde à cette société qui, elle, est en mutation. Et c'est vrai que la société elle-même, à mon avis, a beaucoup plus changé que... Et d'ailleurs, Maurice Agulon le disait, sur 1848, il y a une phrase où il dit ça. Je pense que c'est propre aux situations révolutionnaires. Voilà. Quand les sociétés sont en avance par rapport à l'État, eh ben, vous êtes en situation révolutionnaire. Et je pense que c'est aussi une bonne nouvelle, d'une certaine manière. Il vaut mieux que l'État... Moi, je trouve qu'il vaut mieux que la société soit en avance par rapport à l'État que l'inverse. Sinon, il l'écrase. Sinon, l'État écrase la société. Mais si la société est en avance, elle peut au moins tirer l'État de sa léthargie ou de ses contradictions. Je continue à répondre et puis je répondrai à votre... Parce que là, vous me dites ça, parce que moi, j'ai des filles, toutes les années pas. Ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas parti en Tunisie. Ils peuvent partir, c'est pas un problème. Non, non, c'est un pays où il y a des touristes et il n'y a pas de problème, c'est pas le Far West. Hein. Alors, quelqu'un m'a reproché de ne pas avoir parlé d'islam. Je suis désolée, mais peut-être que j'aurais dû peut-être vous parler de cette question des mosquées, par exemple. Mais moi, je parlerai plutôt du culte, voilà, du culte musulman en Tunisie, parce qu'il se pose un problème de culte. Là aussi, je le rattache au problème de l'État. Et l'État lui-même a été assez laxiste sur la question des mosquées, et les mosquées sont devenues des lieux, encore une fois, de prêche, de violence, etc. Et ça, nous avons vécu des moments assez difficiles, hein, encore une fois. Il ne faut pas oublier que le mot d'ordre d'assassiner Chokri Belaïd est sorti des mosquées. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a eu aussi, au niveau des mosquées, une pratique du culte qui est politiquement néfaste et absolument désastreuse pour nous. La deuxième question, la deuxième partie de la question que vous m'avez posée, vous me l'avez posée sur la pensée islamique ou musulmane. Dommage que Chérif ne soit pas là, parce qu'il la connaît certainement mieux que moi, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une islamologie tunisienne, on pourrait appeler ça comme ça, pour aller vite. Parce qu'il y a, tout à l'heure avec Sita Al-Khalfoun, on parlait un petit peu de ça, et si je devais lui trouver une explication historique, je pense qu'elle vient du fait qu'en Tunisie, la zitouna n'a jamais été, d'abord sous la colonisation n'a pas été supprimée, elle a continué à fonctionner. C'était une institution d'enseignement qui était arriérée, mais les Zitouniens eux-mêmes s'en sont rendus compte. C'est-à-dire qu'il y avait des Zitouniens éclairés en Tunisie, et vous savez que les premières grèves en Tunisie, ce sont les Zitouniens qui les ont faites, ce sont les étudiants zitouniens qui les ont faites avant même d'en faire dans le milieu ouvrier. C'est les grèves de 1910 de la Zitouna qui sont les premiers exemples de contestation de droits politiques en Tunisie. Donc c'est des Zitouniens qui l'ont fait. Donc la Zitouna a continué à exister sous la colonisation et donc à produire quand même
une certaine vie intellectuelle, et du personnel, évidemment, des magistrats, des profs, mais aussi une certaine pensée islamique. Mohammed Taher Ben Achour est considéré comme le plus grand exégète du XXe siècle dans le monde arabe et musulman dans son ensemble. Donc une institution qui a continué à exister et qui s'est modernisée peut-être par petites couches et par petites touches, pas complètement, puisqu'elle s'est devenue un rectorat. Il y a eu aussi toute une législation sur les diplômes, menée d'ailleurs par Mohammed Taher Ben Achour. Et quand il y a eu l'indépendance, Bourguiba a effectivement compris que c'était un foyer intellectuel et politique. Parce que dans les années 50, la Zitouna a été un lieu extrêmement effervescent. Hein, il sait pas du tout. Donc, il a un peu récupéré l'institution. Il ne l'a pas fermée, il en a fait une faculté de théologie. Mais tout ça, sur le plan du savoir, a continué, la continuité sur le plan du savoir et de la production a continué. Ce qui n'est pas le cas en Algérie, d'abord qu'il n'avait pas de mosquée université, si vous voulez, académie. Bon, il y a la Qarawin de Fès ou bien l'Azhar du Caire, mais d'une certaine manière, la mosquée Zitouna de la Tunisie a connu une certaine continuité dans la longue durée. Depuis